Donc, cette table ronde va porter sur les malentendus persistants. Deux mots, je serai très très bref, je te rassure Alain. Il est vrai que les relations entre les collectivités territoriales et donné de malentendus, et c'est un autre mot qui est employé, de quiproquos, c'est dans le titre de ton intervention, Michel. Et il est fort probable que on pourrait dire que le cadre actuel qui existe est propice au développement, je veux dire, de nombreuses incompréhensions. L'incompréhension la plus importante qui pourrait exister et qui pourrait se développer dans l'esprit des élus, c'est avoir l'impression que les collectivités territoriales ressemblent de plus en plus, alors ça va être une approximation juridique, mais ressemblent de plus en plus à des opérateurs de l'État ou à une sorte d'opérateurs de l'État. Pourquoi ? Parce que leurs financements sont de plus en plus entre les mains de l'État, que ce soit du fait des dotations ou du fait d'une fiscalité nationale partagée qui prend de plus en plus d'importance, parce qu'il y a des transferts de compétences de plus en plus importants et de plus en plus contraignants pour les finances des collectivités territoriales. D'ailleurs, les collectivités territoriales se retrouvent à agir finalement là où l'État leur dit d'agir. On est entre nous, je vais être un peu vulgaire, les collectivités territoriales font où on leur dit de faire, c'est-à-dire où la loi leur dit qu'elles doivent agir, quitte d'ailleurs à ce que l'État n'hésite pas, en parallèle à cela, à contraindre de plus en plus leurs finances. Et puis, il faut bien reconnaître, à côté de cette contrainte sur les finances et de cette contrainte sur les compétences, que finalement, la seule chose qui manquerait pour qualifier les collectivités territoriales d'opérateurs de l'État, c'est la tutelle qu'exerce l'État. Mais par chance, il paraît que juridiquement, l'État n'exerce pas de tutelle sur les collectivités territoriales. Mais peut-être que ça mériterait une réflexion un peu plus poussée que celle que l'on a habituellement. Alors, sans doute que les malentendus, sans doute que les quiproquos se sont multipliés. Et je dirais que c'est bien normal parce que nous sommes dans un jeu de construction qui est digne d'un empilement de caplas. Un empilement de caplas de plus en plus tarabiscoté et de plus en plus instable. Et la construction même de cet empilement relève bien souvent d'un jeu de dupes, et je dirais même d'un jeu de dupés qui sont plus ou moins conscients. Et donc, les malentendus ne peuvent que se multiplier, c'est évident. Les malentendus se multiplient sur les pouvoirs des collectivités territoriales en matière de finances et de fiscalité, et je pense que l'on en reparlera. Les malentendus se multiplient sur le pouvoir normatif des collectivités territoriales, et je pense qu'on en reparlera aussi. Et évidemment, les malentendus se multiplient sur les relations mêmes entre collectivités territoriales et État. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'on évolue, certes, dans le cadre d'un État dont l'organisation est décentralisée, mais qui reste avant tout un État unitaire, un État indivisible. Alors, cette séance avec trois orateurs va être, si j'ai bien compris, une sorte de séance de déniaisage, puisqu'il s'agit de faire tomber les malentendus. Et donc, nous commencerons avec Michel Bouvier, que je ne vais pas représenter évidemment, qui nous parlera de la fin et du renouveau du modèle financier local, la sortie du quiproquo. Puis Mathieu Rouvert, que tout le monde à Bordeaux connaît, et au-delà de Bordeaux, qui nous parlera de la clause générale de compétence et la libre administration des collectivités territoriales. Et là aussi, je crois qu'il va lever un gros malentendu, si j'ai bien compris. Et enfin, nous entendons Pascal Combeau, que tout le monde connaît à Bordeaux et largement aussi au-delà, sur les mutations des figures normatives et l'évolution des rapports entre l'État et les collectivités territoriales. Et donc, sans plus tarder, je passe la parole à Michel. Merci. Merci beaucoup. Bien, beaucoup a été dit déjà tout à l'heure par Alain, et c'est une autre chose je ne reprendrai pas, mais j'adhère totalement à ce que tu as dit, et
ça aurait pu tout à fait faire partie de mon propos. Je viens donc en complément de ce qui a été dit à la fois par Alain et puis ce que tu viens de dire aussi, parce que ça a aussi, à mon sens, beaucoup d'importance. Donc, par conséquent, quel est, à mon sens, en tout cas, le modèle de gouvernance financière locale fait l'objet d'un quiproquo, mais pas d'un quiproquo nouveau, mais depuis de très nombreuses années, je dirais depuis plusieurs dizaines d'années, nous sommes dans le quiproquo et nous avons du mal à en sortir. Alors, ma première partie, ce sera quel est ce quiproquo, et ma deuxième partie, j'essaierai de voir de quelle manière on peut sortir de ce quiproquo. Alors, si on regarde les choses depuis les 50 dernières années, c'est-à-dire en fait depuis les deux premiers chocs pétroliers de 73 et 79. Depuis ces deux chocs pétroliers, je crois que nous vivons une véritable métamorphose à la fois de notre système en général, de notre société, mais également de notre système financier public également, mais également du modèle financier public local, c'est-à-dire de la gouvernance financière locale. Le choc a été rude à cette époque-là, en 73 et en 79. Deux chocs pétroliers liés à la guerre du Kippour et à la révolution d'Iran qui ont engendré une inflation considérable dans le monde entier. L'inflation s'est étendue partout, à tous les produits, à tous les services. C'est ce que je crains d'ailleurs aujourd'hui, que cette inflation se traduise par un système par capillarité à l'ensemble des produits et services dans le monde. Et là, nous aurions une situation très certainement redoutable et peut-être même catastrophique. Nous ne sommes pas dans les années 70. Il nous manque quand même quelque chose qui existait à l'époque, c'est-à-dire une croissance qui existait à cette époque-là. Donc, par conséquent, on a estimé à ce moment-là que les collectivités locales, étant donné que l'État n'arrivait plus à faire ce qu'il faisait, que les collectivités locales peuvent venir à la rescousse. On l'a estimé pas seulement en France, hein, dans tous les pays développés à l'époque, aussi bien aux États-Unis que dans d'autres pays du monde développé, et ensuite, plus tard, ça viendra dans les pays en développement, et un peu partout, tout ça s'élargira dans le monde entier. L'idée que le développement économique devrait être ressuscité par les collectivités locales. C'est ce qu'on a appelé à l'époque le développement économique local, qui était un développement conçu d'abord comme un développement vertical et endogène, et ce développement, on a estimé qu'il devait venir des collectivités territoriales. Et dans la foulée de ce qui avait été fait, je le disais tout à l'heure, depuis le transfert des impôts, des contributions directes qui avaient été mises en place par les révolutionnaires aux collectivités locales à partir du début du XXe siècle, eh bien, sur cette base-là, on a vu se développer un modèle progressivement, un modèle de gouvernance financière locale avec pour point central la fiscalité. Parce qu'évidemment, si on n'a pas une certaine fiscalité, une certaine liberté fiscale, c'est un peu comme si vous n'aviez aucun revenu et que vous ne pouviez pas non plus faire évoluer ces revenus. Donc, par conséquent, plus vous pouvez faire évoluer vos revenus, plus vous avez de liberté, évidemment. C'est la même chose pour les collectivités locales. On a évolué vers des impôts locaux, j'y reviendrai, qui ont servi de base à un modèle financier local, avec aussi des dotations qui ont également évolué, notamment cette fameuse dotation globale de fonctionnement, la plus importante, qui est partie d'un impôt local, la taxe locale, pour passer par la taxe sur les salaires lorsqu'on a institué la TVA, pour ensuite devenir un versement représentatif de la taxe sur les salaires, et puis ensuite une dotation globale de fonctionnement. Donc il y a toute une histoire, une base, et j'y reviendrai. Si je vous dis ça, c'est parce que tout à l'heure, je vais revenir sur cette question-là. Toute une base historique à la construction de ce modèle financier local. Il s'enracine dans une histoire, ce modèle financier local, et à la fin des années 70, dès la fin des années 70 et au début des années 80, l'élu local était quelqu'un de magnifié. C'était quelqu'un qui était considéré comme
l'élite du pays. C'est la raison pour laquelle vous voyez ce dessin où on chérit cet élu local. Alors, cette idée que les collectivités locales pouvaient permettre de ressusciter la croissance, eh bien, elle se fondait sur deux points, sur un principe de responsabilisation des collectivités locales, de responsabilisation financière des collectivités locales, d'une part sur une autonomie de gestion des fonds des collectivités locales, autonomie de gestion qui s'est traduite par la globalisation des crédits, la globalisation des dotations, la DGF par exemple, ou la DGE qui a été créée, la DGF c'était 79, la DGE qui a été créée par les lois de décentralisation, mais qui est vite redevenue une dotation spécifique. C'est-à-dire qu'au lieu de dire on va donner tant d'argent pour faire ceci aux collectivités locales, on va dire on vous donne une somme d'argent, vous êtes responsable, on verra après, on jugera après, ça sera un contrôle a posteriori de ce que vous aurez fait. Donc, par conséquent, également une extension des compétences, et tout à l'heure, tu en as parlé, Alain, une extension des compétences, je ne reviens pas là-dessus, mais une extension des compétences qui va faire en sorte que le poids des charges des collectivités locales va aussi considérablement augmenter. On va naviguer sans arrêt entre des ressources qui ne sont pas toujours suffisamment importantes, c'est-à-dire des effets de ciseaux, qui quelquefois des excédents aussi. C'est le cas d'ailleurs pour 2021 d'après le dernier rapport de l'INSEE. Une autonomie fiscale qui vient s'associer à l'autonomie de gestion, c'est-à-dire une fiscalité propre, pas une fiscalité d'État, pas le produit fiscal partagé, mais une fiscalité propre, et depuis 1980, une liberté de voter les taux d'imposition, et tout ça nous fait de l'autonomie financière. Et à l'époque, je peux vous dire, je l'ai vécu, tout le monde pensait ça, l'autonomie financière, c'est ça. Et c'est resté longtemps dans les esprits, et ça l'est encore dans les esprits pour beaucoup, malgré la décision constitutionnelle relative à la loi de finances pour 2010, c'est-à-dire la constitution de décembre 2009. Donc on a un modèle qui a commencé à se construire, non pas, je l'ai dit, par les lois de 80-82 ou à partir de la décentralisation, mais avant, puisque la décentralisation, on a commencé à la penser, à y réfléchir, à proposer même des solutions et à faire des propositions sous Giscard d'Estaing. Vous voyez Christian Bonnet, qui était le ministre en charge des collectivités locales de l'époque, puis repris ensuite par la gauche à partir de 81, lorsque la gauche est arrivée au pouvoir avec Mitterrand et Gaston Defferre, l'ancien maire de Marseille, qui va devenir ministre de l'Intérieur. Tout ça se fait à l'époque dans un cadre théorique tout à fait homogène. Un cadre théorique homogène qui remet en question les théories keynésiennes qui faisaient florès dans les années 60, 70, jusqu'aux années 70. Le libéralisme classique revient en force. Il nous revient des États-Unis à travers diverses écoles américaines, et notamment une école importante, celle du public choice. Donc un libéralisme classique porté par un totem qui est Frédéric Hayek, que vous voyez ici, qui disparaîtra en 1993, mais qui est porteur d'une force théorique extrêmement importante, car il a vécu très longtemps, Frédéric Hayek, et il a écrit beaucoup sur ces idées-là. Donc, par conséquent, un modèle qui se constitue avec un modèle fondamental avec une fiscalité propre, comme je l'ai dit, et un vote des taux. Fiscalité propre avec 4 impôts à l'époque essentiels: la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les non bâtis et la taxe professionnelle. Tout ça, ça va exploser, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la possibilité pour les collectivités de voter les taux de ces grands impôts qui représentaient à peu près 90% de la fiscalité locale à l'époque, hein, mais ça a vite disparu tout cela. Des dotations également, et des dotations que l'on veut globales. Je l'ai dit, la dotation globale d'équipement qui avait été créée par les lois de décentralisation de façon globale est vite redevenue, en tout cas pour les communes, une dotation spécifique. Parce que vous avez des communes qui investissaient, d'autres qui n'investissaient pas, et le mode de calcul faisait que ça pénalisait celles qui n'investissaient pas tous les ans. On appliquait un pourcentage aux investissements prévus à l'époque. Si vous investissez une année sur deux, vous êtes perdant. Donc, par conséquent, dotation globale
très globaux également, avec une expérience qui avait été menée par le groupe Caisse d'aide épaules et la Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales à l'époque. Cette Caisse d'aide à l'équipement était un établissement public qui deviendra le Crédit local de France plus tard, et les caisses d'épargne qui vont accorder aux collectivités de plus de 10 000 habitants des prêts globaux et non plus des prêts spécifiques. Donc, par conséquent, on est dans une autre logique. On est dans une logique de responsabilisation. On est dans une logique de type libéral. On responsabilise les acteurs publics, on leur dit débrouillez-vous. On verra après. Pardon. Je ne l'ai pas dit. Hein. Non. Et donc un désengagement de l'État sur les collectivités locales, et je l'ai dit, mais je ne reviens pas là-dessus, avec des charges qui vont augmenter, et malgré l'inscription dans la Constitution des compensations, on sait très bien que ça a été c'est une épine dans le pied de l'État comme des collectivités locales depuis de nombreuses années. Donc par conséquent, on est face à ce modèle-là, un modèle qui va vite se dégrader, dès les années 80. Dès 82, une loi de finances rectificative de juillet 82, je crois, ou de juin 82, va tout de suite réduire, alléger les impôts locaux et particulièrement la taxe professionnelle. La taxe professionnelle était assise à l'époque sur les immobilisations des collectivités locales et sur les salaires bruts versés aux entreprises. C'était 20%, on va passer à 18%. Donc, par conséquent, 20% des salaires bruts et on va passer à 18%. Donc, par conséquent, on commence à alléger la fiscalité locale et d'autres mesures vont être prises toujours dans les années 80. On va raboter aussi les bases de la taxe professionnelle, etc. Donc, par conséquent, on va alléger cette fiscalité locale. Là, on a commencé à se dire, mais est-ce que ce n'est pas une revanche du central sur le local? Mais on n'a pas commencé à se le dire dans les années 80. On l'a pensé un peu plus tard, cela. On ne s'en est pas aperçu vraiment tout de suite de ça. On a bien vu qu'il y avait des allègements fiscaux qui allaient d'ailleurs avec le développement en France, à partir des années 80, de l'année 83, d'une politique de l'offre, donc d'un allègement de la fiscalité sur les entreprises pour aider les entreprises à investir. Mais on n'a pas véritablement vu que c'était une atteinte au modèle de gouvernance financière locale. En fait, il y a différents facteurs qui sont favorables à cette atteinte au modèle financier local, au modèle de gouvernance financière locale. Pendant toute la période des années 80, 90, 2000, etc., on a patiné, on a d'un côté pratiqué des politiques de l'offre, d'un côté des politiques de la demande. On a augmenté les impôts, baissé les impôts, réduit les dépenses, puis on les a augmentés, etc. On n'a pas eu de politique véritablement très homogène, si vous voulez. On a été interventionniste et pas interventionniste, libéral et pas libéral. Enfin, tout ça, c'est un peu mêlé. Et en même temps, de tout ça, eh bien, on valorisait l'État. Le terrain était propice pour une valorisation de l'État. Ce désarroi, ce patinement était tout à fait propice à une valorisation de l'État en disant, ben, si les collectivités locales étaient mieux intégrées, si les finances des collectivités locales étaient mieux dirigées par l'État, ça irait peut-être mieux, etc. Et on a vu apparaître des écrits. Je peux vous dire aussi que c'était une idée qui était excessivement partagée au sein des administrations centrales, qu'il fallait revenir vers l'État. Un rapport va être produit en 1994 sur l'état de la France, c'est le rapport Pic. Pic, c'était un conseiller maître à la Cour des comptes. Le rapport Pic va dire, mais on ne sait plus ce que fait l'État maintenant, c'est l'État, les services publics, etc., qui s'en occupent. C'est un peu le bazar, c'est ce que ressentent les gens. Et une des phrases du rapport Pic, c'est qu'il existe aujourd'hui une très grande demande de l'État en France. Donc, par conséquent, l'idée que l'État devait revenir est une idée, mais il n'était jamais parti en fait. L'idée que l'État devait revenir est une idée qui commence à se développer dans les esprits. Pic publiera d'ailleurs un bouquin un peu plus tard, Il faut aimer l'État, il le publiera en 1996, ce livre. Par ailleurs, ça n'est pas vrai que pour la France, cette histoire-là. Au niveau international, une conférence internationale composée d'économistes de tous bords, présidée par un économiste libéral classique, Michael Spence, qui est composée également d'hommes politiques de tous bords également, va
développé l'idée que pour qu'il y ait une croissance durable, il faut un État fort. C'est la phrase que j'ai sortie du rapport, c'est la principale de nos conclusions, et que la croissance réclame un État fort. Ce rapport est le fruit d'une commission qui s'est réunie, qui a commencé à se réunir en 2006, donc avant la crise des subprimes. L'idée était déjà présente, si vous voulez, l'intérêt était déjà là. Et le rapport sera produit en 2008. Et puis on amplifie encore la crise des subprimes, où les interventions publiques sont devenues extrêmement visibles et importantes, puis la crise de la coronavirus, la crise sanitaire, qui, pour ce qui concerne la France, le quoi qu'il en coûte, comme vous le savez, donc par conséquent, là encore, une intervention massive de l'État. La crise géopolitique actuelle, si elle se poursuit, eh bien on va avoir les mêmes conséquences. On sera obligé d'avoir les mêmes solutions. Alors la dégradation sur le plan matériel, elle se fait du côté de la fiscalité locale. Le modèle fiscal local en prend un sérieux coup. Le modèle fiscal local, c'est quand même le cœur de l'autonomie financière, comme ça a été dit tout à l'heure. C'est quand même le cœur de l'autonomie financière. Parce que, je le répète, si vous n'avez pas de ressources, vous n'êtes rien. Vous ne pouvez pas subsister, vous ne pouvez pas vivre, vous êtes à la rue. Donc la dégradation du modèle fiscal local, c'est le cœur de l'autonomie financière. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut vous accabler d'impôts et donc de charges, etc. d'un autre côté, parce qu'on réduit à zéro l'effet premier de la fiscalité locale, de la ressource. On va démultiplier, je ne reviens pas là-dessus, les allègements fiscaux. On va supprimer des parts de la part régionale de la taxe d'habitation en 2000, par exemple, ou encore, comme vous le voyez sur le slide, la part régionale départementale de taxe foncière de propriété non bâtie, ou encore celle de la CVAE plus récemment. Donc, par conséquent, on va supprimer une partie de la fiscalité locale. Et ça va se faire sur des années, avec des allègements fiscaux qui vont prendre d'abord la forme de dégrèvements. Puis, comme l'a fait remarquer Richard, les dégrèvements, c'est un peu embêtant parce qu'il faut compenser en totalité. Le dégrèvement, ça se compense à l'euro. Donc, par conséquent, on va passer aux exonérations. Mais on va maintenir des dégrèvements quand même pour certains impôts, etc. Donc, par conséquent, une multitude d'allègements fiscaux qui vont se développer et une suppression d'impôts, la suppression de la taxe professionnelle, puis la suppression de la taxe d'habitation de 2018, 2020, etc. Une baisse des impôts de production et peut-être la suppression de la CVAE bientôt, si véritablement cela se fait. Et puis le Conseil constitutionnel qui avait déjà dit, et je l'ai dit tout à l'heure, pas de principe d'autonomie fiscale. Pour ceux qui croient encore que l'autonomie financière, c'est l'autonomie fiscale et l'autonomie de gestion, non, il n'y a pas de principe constitutionnel d'autonomie fiscale. Les compensations, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les collectivités locales, on nous dit à l'État, on a un manque à gagner, là, il faut nous compenser. Les compensations sont faites en partie ou en totalité dans certains cas. Elles vont être vite transformées en dotations, donc les compensations seront transformées en dotations. Elles représentaient, ces compensations, 42% en 2000, je crois que j'ai le chiffre ici, oui, en 2003, c'est-à-dire au moment de la révision constitutionnelle, qui a donné lieu d'ailleurs, cette révision constitutionnelle, à des débats homériques au sein même de la majorité de l'époque entre le gouvernement et l'Association des maires de France, qui était présidée par un président qui était de la même couleur politique que le gouvernement, mais ça a chauffé considérablement à l'Assemblée nationale pour arriver à la révision constitutionnelle de 2003 que vous connaissez et que je qualifierais d'illusion d'autonomie financière. De la même manière, on assiste à une dégradation de l'autonomie de gestion. Une dégradation de l'autonomie de gestion par une démultiplication des dotations et une complexification s'y retrouve plus dans ces dotations. Essayez de comprendre la dotation globale de fonctionnement dans les détails, allez essayer de travailler sur une dotation globale de fonctionnement de telle ou telle collectivité, vous allez voir, c'est extrêmement difficile de dire si la collectivité reçoit bien ce qu'elle doit recevoir. Je peux vous le dire, je l'ai pratiqué. Il m'a fallu 1 an pour arriver à tout reconstituer. Et puis par ailleurs, une tendance au retour vers les dotations spécifiques, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, notamment pour la DGE, la dotation globale d'équipement, dès 1983, qui avait été créée dès 1983 et qui en 1985, dès 1985, va redevenir finalement une dotation spécifique, en tout cas pour les communes, pas pour les départements.
le gel des dotations et puis la baisse des dotations. Tout à l'heure, Alain en a parlé. Mais parallèlement, et pas curieusement d'ailleurs, mais parallèlement, on voit la gestion locale se sophistiquer à des points très importants. Là, je crois que les collectivités locales ont véritablement joué le rôle de laboratoire d'idées à la gestion publique locale. Vous avez là un budget d'une collectivité locale avant les lois de décentralisation. J'avais travaillé là-dessus parce que j'ai fabriqué, avec Christine Esclasson, on a fabriqué un jeu de simulation sur la gestion des collectivités locales et nous avons été obligés de faire le tour de la France et d'avoir, vous savez comment il faut faire pour construire un modèle, il nous faut énormément d'informations, donc il nous en fallait énormément et on a énormément de budget comme ça. Un budget de l'époque, ça se présentait comme ça. Je voulais vous en amener un, mais je l'ai oublié, mais il a ce format-là. Hein. Ce n'est pas un format comme ça, c'est ce format-là, le papier qui est là. Vous voyez un peu si on gérait à l'époque. Qu'est-ce que vous voulez gérer avec un machin comme ça? Ce n'est pas possible. Ça illustre, à mon avis, parfaitement l'idée qu'on était plutôt du côté de messieurs les ronds de cuir que du côté de la gestion assimilée à celle de l'entreprise. On est passé très vite, en fait, du côté des collectivités locales, à partir des années 80, mais ça avait commencé avant. Ça avait commencé dès la fin des années 1970, où on voyait déjà des ouvrages sur le plan de trésorerie des collectivités locales, sur la programmation même des investissements des collectivités locales, avec des auteurs qui, à l'époque, travaillaient là-dessus, comme Poirieux, puis ensuite Bouineau, etc. Des gens qu'il faudrait relire aujourd'hui, d'ailleurs. Je dis ça pour les plus jeunes qui font des thèses. Donc, par conséquent, on va développer une logique d'entreprise pour la gestion locale, pour la gestion financière locale. Nous avons à la Revue française de finances publiques organisé un colloque en 1985 sur la décentralisation avec une table ronde complète consacrée à cette question. Peut-on, ou le titre c'était peut-on ou doit-on gérer une commune comme une entreprise? Je peux vous dire qu'il y avait à l'époque des débats homériques. On était en 85, on n'était pas en 2022. En 85, il y avait encore des oppositions un peu, comme on dit, classe contre classe. Hein. Donc par conséquent, ça chauffait quelquefois entre le maire de telle commune qui était chef d'entreprise et le maire d'une autre commune qui était maire communiste et qui ne voulait pas entendre parler d'une gestion comme une entreprise. Donc, vous retrouverez tout ça, les actes du colloque ont été publiés dans le numéro 13 de la Revue française de finances publiques et sur le site de Fondafip, nous avons remis complètement ce numéro. Donc il est téléchargeable gratuitement sur le site de Fondafip parce que vous ne pouvez pas le retrouver, c'est un numéro qui est totalement épuisé, on peut le retrouver qu'en bibliothèque. Donc par conséquent, on est passé à un autre type de gestion. Je dirais même quelquefois, on en est devenu des mystiques de la gestion, ça va quelquefois un peu loin dans la sophistication. Donc au total, un modèle de gouvernance financière locale dégradé, qui a perdu ses racines progressivement, puisqu'on a supprimé des impôts qui étaient des impôts extrêmement anciens, propres aux collectivités locales. L'autonomie financière, finalement, c'est une illusion. On a un quiproquo pendant toute cette période-là. On est face véritablement à un quiproquo. Et alors, deuxième partie qui est beaucoup plus courte, je vous rassure, réinventer un modèle de gouvernance financière locale structuré pour sortir du quiproquo. Alors, il y a à mon sens 4 enjeux. Il faut sortir de l'ambiguïté conceptuelle. Il ne faut plus faire semblant. Il faut se dire, écoutez, les choses, elles sont comme ça. Point à la ligne. Hein. On n'est plus dans les années 80. On est maintenant dans un modèle, avec un modèle qui a complètement été déconstruit. Donc, par conséquent, il faut en tenir compte. Répondre aussi de manière consensuelle à la nécessité de la soutenabilité des finances publiques, parce que c'est quand même le cœur du problème. Tout à l'heure, Alain nous a parlé de l'influence de l'Union européenne, mais elle nous a expliqué que depuis 61, etc., on en parlait déjà de cette globalisation des finances publiques, sociales, collectivités locales et États. Donc, par conséquent, il faut arriver à l'organiser, cela, et l'organiser de manière consensuelle, pas des affrontements entre les collectivités locales et l'État, ou la sécurité sociale et l'État aussi, d'ailleurs, quelquefois. Donc, par conséquent, je crois qu'il est nécessaire d'instituer
une institution de négociation, de réorganiser complètement le système de régulation, c'est-à-dire le modèle de régulation. Mais je vais y revenir. Et puis, quelles sont les sources de financement? Parce que il faut quand même voir les choses en face. Est-ce que nous aurons assez de sources de financement pour faire face aux charges qui vont nous tomber dessus, et déjà celles qui existent, mais celles qui vont nous tomber dessus aussi? Et puis, puisqu'il n'y a plus d'impôts, est-ce qu'il faut supprimer tous les impôts ou laisser faire cette fiscalité locale? Ou alors est-ce qu'il faut réinventer une fiscalité locale et laisser place à cette fiscalité locale? Dotation ou fiscalité locale? Alors le premier choix, il est simple et rapide, et je crois que c'est celui qui va se développer dans l'avenir, à mon avis. Il est simple et rapide, c'est la poursuite de la dégradation de l'autonomie fiscale et donc d'un modèle de gouvernance financière, donc la mise en place la construction d'un modèle de gouvernance financière locale à portée à fiscalité limitée. Donc, c'est les dotations contre les impôts locaux dans ce cas-là. Pourquoi? Parce qu'il est très difficile de penser qu'on va revenir à la taxe professionnelle et à la taxe d'habitation. Je ne sais pas si certains le pensent ici, mais pour ma part, je crois que c'est une illusion de croire qu'on y reviendra. Le partage des impôts d'État, c'est quand même une vieille histoire. Tout à l'heure, tu passais des centimes additionnels, mais ça me fait penser à ça aussi. Je veux dire qu'on ne va pas revenir aux centimes additionnels. D'autre part, c'est une question qui a été discutée depuis fort longtemps. En 73, en 75, des gens ont proposé cela. En 76 également. En 90, au moment où on réfléchissait sur la suppression de la taxe professionnelle, etc. Donc, par conséquent, ce n'est pas nouveau et on ressort toujours les mêmes histoires, mais dans des situations qui sont différentes. On n'est plus dans la situation des années 70, on n'est plus dans la situation des années 90. On est dans une situation où les grands impôts, ce que l'on appelait, parce que maintenant, ça serait peut-être un peu stupide de dire cela, les impôts modernes, c'est-à-dire l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, la taxe, la TVA, où ces impôts-là, je vais y revenir, sont des impôts qui, même si pour, par exemple, l'impôt sur le revenu, il y a eu un rebond l'année dernière, il y a un rebond général d'ailleurs dans beaucoup de pays dans le monde actuellement, selon l'OCDE, est-ce que véritablement on peut faire confiance à ces impôts? Est-ce qu'on peut faire confiance à la TVA, qui est un impôt que l'on appelle un impôt très sensible au développement de la vie économique? Est-ce que ce n'est pas compliqué finalement de se dire on va donner une part du produit fiscal de tel ou tel impôt ou une part de base imposable de tel ou tel impôt, etc. À mon avis, c'est aussi une illusion. Je ne suis pas persuadé de cela. Je crois qu'il est préférable de carrément être clair et de dire on va mettre en place des dotations et puis des péréquations verticales, point à la ligne. Ça me paraît beaucoup plus clair. Le contribuable national, c'est le contribuable local. C'est ce que je crois, la direction que je crois qui va être prise. Maintenant, il y a un second choix qui est compliqué, celui-là. C'est celui d'inventer, mais alors de toutes pièces, puisqu'il n'y a plus d'histoire de la fiscalité. Elle a disparu, cette fiscalité. Il ne reste plus que la taxe foncière sur les propriétés bâties. Le non bâti, ça ne représente pas grand-chose, vous le savez, ça représente 1%. C'est rien. Donc, par contre, il a lui aussi été raboté considérablement, notamment sous Chirac. Donc, par conséquent, pour aider les agriculteurs. Donc, par conséquent, on est face à, si l'on veut reconstruire une autonomie financière locale fondée sur une fiscalité autonome, il faut réinventer de toutes pièces une fiscalité locale. Et ça, c'est pas simple, parce que la fiscalité, c'est pas simple du tout, ça se fait pas en un jour. On réinventera pas une fiscalité locale en 5 minutes, c'est pas possible. Il va falloir plusieurs années, il a fallu plusieurs années pour qu'on arrive à la taxe professionnelle, à la taxe d'habitation, etc. Elles avaient été pensées en 1959, ces taxes-là. Elles ont été mises en place en 1973 et 1975. Je veux dire que la fiscalité, ça se bouscule pas. C'est pas possible. Il faut se demander quelle est la matière imposable. Et aujourd'hui, c'est compliqué de se demander quelle est la matière imposable. Avec du fait que nous avons une valeur économique qui est vraiment une valeur économique que nous ne connaissions pas autrefois. Donc, par conséquent, il faut s'intéresser au numérique. Faut-il taxer les plateformes numériques? Il y a aussi la taxe carbone, etc. Donc, par conséquent, il faut savoir tout ça. Il faut y réfléchir. On ne le fera pas en 5 minutes.
qui doit gérer cette fiscalité? Certains, en France même, estiment que finalement les collectivités locales pourraient très bien gérer cette fiscalité. C'est ce qui se fait dans certains pays d'ailleurs, la fiscalité locale. Et puis quel partage entre les contribuables particuliers et les entreprises? Quelle autonomie de décision fiscale, jusqu'où on peut aller? Est-ce que les collectivités locales pourront décider de créer des impôts? Quel partage également avec l'État, etc. Quelle justice fiscale? On peut se demander aussi si on ne doit pas différencier cette fiscalité selon les niveaux de collectivité locale. Ça, on y a eu une réflexion là-dessus en 2000 sur cette idée-là. On disait pour les collectivités, pour les communes, ce sont des impôts citoyens, donc par conséquent des impôts de base, taxes d'habitation, etc. Pour la solidarité, c'est les départements, etc., etc. On a réfléchi à tout cela avec des impôts spécifiques à chaque niveau. Ou alors des espaces territoriaux différents avec des impôts différents en fonction des particularités économiques, sociales, géographiques de ces territoires. Ce sont aussi des questions que l'on se pose en fiscalité, pas seulement en France, mais dans le monde, disons dans les pays en tout cas de l'OCDE. Ce sont des réflexions que l'on a. Et puis, doit-on constitutionnaliser l'autonomie fiscale pour être sûr qu'on ne revienne pas sur cette question-là? Mais je crois que ce qui est important, moi, c'est de créer un modèle institutionnel, un modèle de régulation, pas de régulation de la gestion, mais de régulation du système financier local, qui soit un modèle qui est équilibré en ce qui concerne les finances publiques et qui permettent de négocier entre les représentants des différents secteurs des finances publiques. C'est quelque chose qui avait déjà été essayé, qui n'a jamais fonctionné. Je crois qu'il faut dire il faut insister là-dessus, je crois, que les finances publiques, elles sont hyper fragiles aujourd'hui. Vous en avez tous conscience, j'en suis certain. Nous en avons tous conscience avec ce phénomène géopolitique qui est en train de se développer et cette inflation générale, ce problème alimentaire, etc., tout ce dont on nous parle dans les médias aujourd'hui, tout ça va avoir des influences considérables sur les finances publiques. Les finances publiques, elles vont subir des chocs considérables, choc des dépenses, choc des recettes. Ce sont les chocs du futur. La dette publique, je le disais tout à l'heure, c'est important. Bien sûr, il faut l'éponger, il faut en tout cas la limiter, etc. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais ce n'est pas ça qui va faire que nous allons inventer un nouveau modèle de finances locales. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas sur cette base-là qu'il faut inventer un modèle de finances locales. C'est sur la base d'une société qui est en train d'être totalement chamboulée. Il faut adapter le modèle financier local à la société actuelle, à la société contemporaine. Ce n'est pas parce qu'on a des difficultés en matière de finances publiques qu'il faut inventer un nouveau modèle, c'est parce que la société change et que le modèle financier public, il n'est plus adapté à ce mode de société fait de risques et d'incertitudes qui vont durer longtemps. Donc, par conséquent, de nouvelles charges publiques vont arriver. Il y en a déjà pas mal, mais il va en arriver d'autres. Et une menace pèse sur la fiscalité en général. Alors, je ne veux pas toutes les énumérer, mais vous le voyez, vous avez le choc démographique. Nous allons être 10 milliards en 2050. 10 milliards. Donc, par conséquent, il va y avoir aussi des mouvements de population liés aussi à la remontée des eaux, ça existe déjà. Donc, par conséquent, il va falloir financer tout ça. La pauvreté qui se développe, il y a le choc du numérique. Il va falloir financer aussi les villes intelligentes ou les communes intelligentes. Il va falloir financer toutes ces choses que j'ai mis sur le slide. Et puis l'inflation, nous sommes aujourd'hui à 5,2% en France. Dans certains pays, on est beaucoup plus haut que ça. Donc par conséquent, comme je le disais tout à l'heure, si l'inflation devient constante, alors là, on aura vraiment un problème pour les finances publiques. Et un problème qui sera un peu de l'ordre de ce que nous avons déjà connu autrefois, il y a déjà une cinquantaine d'années. Donc je ne reviens pas sur tous ces choses. L'enjeu crucial, ça va être la soutenabilité partagée, pas la soutenabilité des finances publiques, mais la soutenabilité partagée des finances publiques de crise
et aussi de post-crise, parce qu'il va y avoir des épisodes de crise et de post-crise. Vous le savez bien, ça, on a déjà vécu cela. Avec une régulation globale, et là je ne reviens pas là-dessus, tu en as parlé tout à l'heure très bien, des finances publiques. Donc par conséquent, pour résumer, il faut, à mon avis, construire un modèle non pas en fonction de situations conjoncturelles, et là je pense au déficit public, à la dette publique, etc., pas en fonction de cela, mais en fonction d'un contexte, dont les caractéristiques ont considérablement changé. C'est là-dedans, dans ce champ-là, que doit s'inscrire une recherche d'un modèle financier public pour demain, et donc d'un modèle financier public local, bien entendu. Il faut sortir, si vous préférez, d'une logique de méfiance entre l'État et les collectivités territoriales, qui font que finalement on a bricolé pendant des années et on a tourné autour du pot de la libre administration des collectivités locales. On a essayé d'imposer une norme de dépenses, une loi de financement aussi, il a été question d'une loi de financement des collectivités locales. Enfin, disons que pendant des années, l'État a tenté de maîtriser les dépenses des collectivités locales. Et dès 1986, le Pasqua, qui était ministre de l'Intérieur de l'époque, demande un rapport à un ingénieur, à un inspecteur des finances, Feuillet, et à un conseiller maître à la Cour des comptes, Reynaud, un rapport sur l'état des finances locales. Qu'est-ce que dit ce rapport? Ce rapport dit que les dépenses des collectivités locales, elles évoluent plus vite que celles de l'État, et notamment les dépenses de personnel. Donc, par conséquent, il faut mettre un frein. Il propose de mettre une norme de dépenses en place, mais ils disent que la norme de dépenses, on va se heurter à un principe de libre administration, donc il faut passer autrement. Il faut réduire la DGF pour les collectivités locales qui dépassent une certaine norme de dépenses. Donc il faut réduire la DGF. Tout ça, ça va être repris dans d'autres rapports. Ça va être repris dans le rapport Balladur, celui de 2009, dans le rapport Lambert-Malvry, et puis dans différents rapports de la Cour des comptes d'ailleurs aussi. Donc par conséquent, on va essayer de maîtriser, mais je ne reviens pas là-dessus, tu l'as dit tout à l'heure Alain, par différents moyens les dépenses des collectivités locales. Donc par conséquent, il me semble indispensable de fonder ce que j'appellerais un ordre des autonomies relatives, d'accepter qu'il y a une autonomie relative des collectivités locales, comme il y a une autonomie relative de l'État, comme il y a une autonomie relative de l'ensemble des acteurs publics. Donc, par conséquent, mettre en place une institution de régulation qui va dans le sens de ce qui avait déjà été commencé avec les conférences nationales de finances publiques en 2006, mais qui va dans le sens des conférences des territoires, qui va dans tout ce sens-là, qui était déjà dans le rapport Guichard dont tu as parlé en 1976. On tâtonne là-dessus depuis longtemps. Mais si on n'instaure pas un lieu, une institution, ou, c'est la dernière, une institution où les acteurs se rencontrent pour discuter à la fois des ressources, mais aussi des dépenses, pour discuter de la contractualisation également, pour discuter de tout ce que les collectivités locales reprochent à l'État de leur imposer, d'en discuter. Ça me paraît nécessaire, indispensable. Et je crois que si on considère cela comme de l'utopie, eh bien, je crois qu'on fait erreur. Je crois qu'on est dans un système global et je crois que si on raisonne de façon systémique, on est obligé de mettre en place un tel système. On y est conduit automatiquement. Sinon, c'est la désintégration du système. Je crois qu'on n'arrivera jamais à réguler le système. On n'arrivera jamais à mettre en place de dispositifs de régulation, d'autant qu'on confond régulation du système global, c'est-à-dire de la décision finalement, et régulation de la gestion. On assimile les deux et on privilégie la régulation de la gestion sur la régulation de la décision. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réguler la gestion, surtout pas, je suis pour. Mais je veux dire qu'il ne faut pas confondre les deux. Et donc, par conséquent, il nous faut une institution de régulation qui mette en cohérence également les décisions financières publiques. C'est mon point de vue, c'est un point de vue institutionnel, c'est plus un point de vue purement financier. Merci beaucoup. J'étais peut-être un peu trop long, comme d'habitude. Bien, merci Michel. Une fois de plus, tu auras prouvé que tu es un humaniste, puisque tu crois au dialogue. Donc, je suis un humaniste depuis longtemps, oui. C'est très important. Alors, merci pour cette grande fresque, puisque tu nous as déroulé finalement 40 ans d'histoire
financière locale. Alors, il est impossible de faire une synthèse de ce que tu as dit, et puis c'est pas mon rôle, c'est celui de Robert. Mais j'en retiendrai 2-3 points. Le premier point qui me paraît très important, et je crois qu'il faudrait le rappeler régulièrement, peut-être pas à des financiers, mais à certains fiscalistes auxquels je pense, c'est qu'un système financier, un système fiscal n'est pas un système figé. Les choses évoluent. Et donc, ce n'est pas parce qu'à un instant T, le système financier local avait une certaine apparence qu'il doit rester comme ça indéfiniment. Les choses évoluent. La deuxième chose qui me semble importante, et tu l'as souligné aussi, c'est qu'un système financier ou un système fiscal local ou même national, je dirais, n'est pas, s'il évolue, ce système financier, ce n'est jamais qu'une conséquence d'autres évolutions. Parce que, tu l'as dit, la société évolue sous différents aspects, parce que peut-être que les assiettes des impôts coloniales sont complètement obsolètes. Et ça, il ne faut pas l'oublier, que ce soit au niveau local ou au niveau national, nous, financiers, il ne faut pas oublier que les finances, ce n'est que l'oméga. Ce n'est pas l'alpha. Les finances, ce n'est que l'aboutissement. Alors, je sais bien que pour nous financiers, c'est l'alpha et l'oméga, mais dans un système bien constitué, un système financier, ce n'est qu'un aboutissement. Et puis, la troisième chose qui me semble importante, et ça sera la dernière, mais tu en as dit beaucoup d'autres, et tu as parfaitement raison, c'est qu'un système financier local ne peut pas être réfléchi seul. Les finances locales font partie d'un ensemble. D'ailleurs, finalement, même si je n'adhère pas forcément à tout ça, mais le système maastrichtien le montre très bien. Il y a un système de finances publiques qui est composé de finances étatiques, de finances sociales, de finances locales principalement. Et on ne peut plus réfléchir dans un monde complexe comme nous le connaissons, avec des systèmes financiers complexes. On ne peut plus réfléchir sur un système de manière isolée. Si on réfléchit sur le système fiscal et le système financier local, il faut réfléchir aussi sur le système financier et le système fiscal national, je ne dirais pas européen, mais national, parce que les deux sont liés. Donc, grand merci pour cette fresque, grand merci pour avoir montré le quiproquo qui s'est dégagé petit à petit autour d'une supposée autonomie financière et peut-être fiscale locale, et grand merci aussi pour les pistes de réflexion. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient pris en photo, ça fera des pistes de réflexion qui me semblent importantes.